Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h25 et bienvenue dans votre instant lecture. On va se taper le chapitre 10 du bouquin de Pierre Orca. Mais avant ça, il faut que je partage la fenêtre à Madge, sinon il n'aura pas les 12 écrits de l'autre taré. Bref, du coup, allez, on reprend. Chapitre 10, IDC et SCP. Quartier général des insurgés, la manufacture d'Astralia, détenue par les deux indépendantes, Jennifer et Jess Talias, les mères de Deckers. Non, bas les couilles. Il s'agissait d'une milice lourdement armée, faisant office de protection supplémentaire à Astralia, formellement contre les agissements de la base SCP. La police d'Astralia fut longtemps en confrontation avec cette milice, mais leur dépassement d'effectifs, ainsi que la supériorité de leur armement, avaient finalement mis la police sur le banc de touche, ne les laissant que s'occuper de délits mineurs, bien évidemment, simples voyous, ou de toute la partie administrative et paperasse. Les relations s'étaient tout de même améliorées depuis la naissance de deux nouvelles filles, Bridge et Xel, faisant office d'interface entre les IDC et la police d'Astralia. De quoi? Xel s'occupait de transférer les informations de déplacement et rapports des mouvements des insurgés lors de leur expédition. Bridge s'assurait que la police garde une certaine marge de manœuvre afin de garder un statut légitime de justice aiguë, avec des majuscules, afin que la police ne perde pas sa crédibilité auprès de la population d'Astralia. En clair, parce que lui-même sait qu'il écrit de la merde, les insurgés étaient entièrement indépendants et agissaient contre les SCP, tandis que la police s'occupait de faire régner certaines lois et maintenir la paix et le calme au sein d'Astralia Nord, principalement. En dessous, il n'y a plus le budget, j'imagine. Les insurgés du chaos, avaient également certains anciens voyous dans leurs troupes les plus sérieux. La répartition de la hiérarchie était faite en 4 étages. Au sommet de la hiérarchie des insurgés du chaos, le couple Stalias, composé de Jeff Stalias et Jennifer. Leurs filles, Trinity, Xel, Bridge et Deckers, étaient considérées comme les héritières de la milice. Elles disposent de plusieurs sergents, ainsi que de leurs escouades. Le sergent insurgé du Blizzard, du désert, et le sergent insurgé marin, ainsi que leurs escouades respectives, composaient les troupes d'élite des insurgés du chaos. Oh, j'en peux plus. Oh, putain. Au deuxième étage, les indépendantes, faction composée uniquement de femmes à la culture indépendante. Ah bon, on s'en doutait pas. C'est Jennifer qui en était la chef hiérarchique, bien que les indépendantes sont, par leur mentalité, plus ou moins toutes au même niveau de hiérarchie. D'accord. Il y a une chef, mais elle n'est pas chef. D'accord. Au troisième étage, la Trinité, faction créée par Trinity. Il s'agissait d'anciens stalkers, qu'elle avait formés et armés par l'équipement de la manufacture Stalias. C'est dans cette faction que se trouve le plus gros de l'effectif des insurgés. Agents de la Trinité, escouade et cloakers, le tout supervisé par le chef de guerre de la Trinité. Il y a écrit chef de guerre parce qu'il est chef de guerre. Ceux qui ont vu le chapitre précédent ont la ref. Linel, espion de grande renommée et ancien sniper, servait de relais d'information entre la Trinité et les autres instances ou entreprises d'Astralia. Il était également le grand frère de Pavel, voyou d'Astralia Sud. Oh mon dieu, il y a Pavel! C'est Linel qui lui a appris l'art de la furtivité. Au quatrième étage, des anciens bandits et voyous en tout genre. C'est eux qui ont posé ce qu'on appelle la milice d'Astralia. Ce sont de simples exécutants, sans grand armement. La milice, la Trinité et les indépendantes, ainsi que la famille Stalias formaient à elles toutes les insurgés du chaos, ainsi appelés les IDC. Excusez-moi 3 secondes. On s'en branle! Mais d'une force, on s'en branle, putain! Bien que toutes réunies au sein d'un même étendard, la population d'Astralia fit une réelle différence au sein des différentes factions qui composaient les IDC. La milice était peu respectée par la population d'Astralia Nord, perçue comme des stupides opportunistes ne servant qu'à bloquer la circulation et gêner les infrastructures d'Astralia. La Trinité, quant à elle, était prise très au sérieux par Astralia. Sa structure hiérarchique claire, sa gestion administrative rondement menée, ainsi que ses multiples interfaces et diplomaties avec les autres instances, lui permit de s'instaurer comme une administration stable et capitale à Astralia. Jessie Clark, la mécanicienne, propriétaire de Clark Industries, était d'ailleurs régulièrement en contact avec Trinity.
Je suis en train de lire une phrase avec Clark Industries et Trinity. C'est écrit par un gars qui me dit que son univers, il est original et j'ai envie de rigoler, mais putain, alors qu'il faut que je tienne la lecture parce que sinon on n'a pas fini, quoi. Avec qui elle conceptualisait de nouveaux modèles d'armes à base de fibres de carbone. Les indépendantes, quant à elles, n'étaient pas perçues par le peuple comme des membres des IDC, mais plutôt comme des mercenaires. J'ai cru qu'il allait écrire comme des indépendantes, tu vois. Mes attentes sont tellement basses que je m'attends à ce genre de truc, tu vois. Ce sont les femmes les plus craintes et admirées de la population, et l'une des factions les plus puissantes d'Astralia. Ni la police, ni le baron d'Astralia, ni les autres institutions ne se mêlaient des affaires des indépendantes. C'est parce qu'elles sont indépendantes, du coup. Ce sont également les seules femmes en dehors des pirates qui quittaient l'archipel d'Astralia et faisaient de longs voyages sur les autres continents. Elles sont appelées les Astraliennes par le reste du monde, ce qui permettait à Astralia de bénéficier de leur prestige, chose qu'appréciait le baron d'Astralia. Il y a tellement de lore dont on s'en bat les couilles, putain. Non mais en fait, tu vois, on serait au début du bouquin, on se dirait ok, il essaie d'établir un truc, mais le problème c'est qu'on a vu le schéma se répéter 15 fois. Là, il va nous mettre un lore écrit, mais aux fraises, tu vois, sur 4 persos. Les 4 persos, ils vont avoir 3 dialogues pétés, et hop, on va passer la tension du récit sur un autre truc et tout, mais à 200 km, dont on s'en bat les couilles. Donc du coup, là, on est en train de lire des trucs, mais on s'en bat les couilles, hein. Non mais d'un côté si c'est terrible, arrête. Ah non, nous on est professionnels, nous on va jusqu'au bout du truc. Il y a un moment j'ai acheté les 2 bouquins, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es maso pour avoir payé ça, Jaisal, même si c'est pour notre bien. Oui, bah écoute, c'est rentabiliser les mois, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein. Du coup, Linel venait d'arriver devant le sas de la manufacture, l'entrée Trinité. Codage, Linel. Bonsoir Linel, un rapport de votre part est attendu à la Trinité. Bien. Après un scan entier dans la salle, le sas s'ouvrit. Linel rentra dans la section Trinité des IDC. Ah, Linel, tu tombes à Scranf. Qu'est-ce que ça veut dire cette merde encore? Toc. Ouais, vous êtes 354, pourquoi vous likez pas, la bande de salopes? Du coup, alors, Scranf, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a pas la putain de... Bon, bah alors, du coup, pour l'instant, je trouve pas la définition. Il y a Zerbi. Ah, tombé à Scranf, ça y est, c'est bon. Expression orcanienne. Les Scranf sont des animaux possédant de nombreux pics, faisant office de coiffure ou de fourrure. Ok, c'est des hérissons, très bien. Ils sont sur des chevals hérissons. Enfin, des chevaux hérissons. Du coup... Non, Ah, Linel, tu tombes à Scranf. Salut, Bridge. Trinity t'attend pour ton rapport. Elle fait un briefing dans la salle d'armement avec l'escouade et la CDG. Dac, merci, Bridge. Linel se rendit dans la salle d'armement. Trinity et la CDG se trouvaient debout au milieu de la salle. Elle présentait la prochaine tactique de formation qui serait utilisée à l'entrée d'Astralia. Je veux personne sur les côtes, pas de défense maritime et aucun équipement marin. Les stalkers ont été très clairs. Mikel est parti hier sur les nouvelles terres afin de négocier une trêve avec les... Tu vois, ça s'écrit comme ça. Regarde, ça s'écrit comme ça. Comment tu le prononces, ce machin? Contix et les crabes. Bon, j'imagine que c'est les crabes. Cela nous permettra d'augmenter nos relations avec les sharks et de bénéficier de leurs écailles pour les futurs. Ah, Linel, parfait, t'es là, tu as le rapport. J'ai le rapport, oui. 2 éléments. J'ai également un petit bonus concernant nos voisins, les Alcaniens. Commence par le rapport, s'il te plaît. Premier élément, le baron a fait suivre une gamine, une adolescente d'Astralia Nord. Elle n'a aucune particularité, n'est issue d'aucune famille spécifique, si ce n'est qu'un de ses amis a eu quelques altercations avec le crew. Continue. Elle est pistée. C'est mon père qui la suit. Je ne sais pas pourquoi encore, je sais pas encore pourquoi le baron l'a fait suivre, mais s'il a demandé à mon père en personne de la pister, c'est qu'elle doit représenter une très grosse menace pour Astralia. Mais il me manque une information. Je vois pas laquelle. Tu peux pas demander à ton père, j'imagine. On jouerait à découvert. Et le deuxième élément, les SCP vont faire une opération ce soir, dans quelques heures, à l'entrée du village d'Astralia. Un type louche a été repéré. Il vend de l'intelligence et du temps. Ok. Quoi? Il vend de l'intelligence et du temps? Ils vendent de l'intelligence et du temps, oui. Je ne sais pas trop comment ça se manifeste ces produits, si c'est des fioles ou de la technologie de pointe, mais de ce que j'ai pu collecter comme information, il n'apparaît que la nuit à l'entrée du village d'Astralia pour y vendre ou du temps ou de l'intelligence. La base a prévu de faire une descente pour le récupérer. Cela peut être notre occasion pour frapper. Parfait. On déclenchera notre tactique ce soir alors. Je vais prévenir ma mère. Et les Alcaniens, ah oui, les Alcaniens donc, ils sont vêtus d'un alliage spécifique de leurs vêtements, de l'air en inertie constante, je pense. Ce n'est qu'une théorie, mais dans les faits, les tirs d'armes à hertz traditionnels n'ont aucun impact sur eux. Leurs habits font ricocher les rafales et soufflent d'air. C'est incroyable,
La capacité qu'il a à répéter des trucs qu'on a compris, mais à balancer des trucs comme ça qu'on devrait comprendre si on veut vraiment profiter du récit, si tu veux, mais comme ça, en mode bas les couilles, tu vois. Mais alors, les armes à Herth, putain, bientôt on est expert, quoi. Oh, c'est intéressant, ça. Tu peux mettre ton petit frère là-dessus? Eh bien, qu'y a-t-il? Il a rejoint un équipage pirate. Hein, Pavel? Oui, l'équipage de Joe le pirate. Oh putain, vous êtes pas prêts, quoi. Mais c'est un gamin du crew, il est pas à l'orphelinat. Non, ils ont commis un attentat sur un navire Apocrate. Au sud... ah ouais, mais il est au courant. Au sud de la baie des Castors. Le navire a été complètement détruit. Ton frère est mort? Je ne sais pas. Le corps n'a pas encore été retrouvé. Ce qui me laisse penser qu'il a dû être en furtivité, le connaissant. Et le reste de l'équipage, ils se sont envolés. Dans les airs. Vraiment spéciaux ces gamins. Va t'occuper de ton petit frère, Linel. Tu files à la baie des Castors. On se débrouillera de notre côté pour le raid SCP. Tu peux disposer. Merci, Trinity. Vous autres, armez-vous. Dépassez pas l'armement de troisième section. De quoi? Dépassez pas l'armement de troisième section. Déplacez-vous en escouade. On se retrouve à l'entrée du village d'Astralia. La milice doit déjà y être. Toutes les troupes répondirent en chœur pour acquiescer l'ordre et commencèrent à s'équiper. Trinity se déplaça vers les bureaux administratifs. Xel, Descartes est toujours avec la milice? Ouais, à l'entrée. Bon, je vais y aller en première en solo. Les clés séquentielles sont prêtes? Nope, la méca n'a pas fini de lister les bonnes données de l'ADN pour sécuriser la clé. Oh putain, c'est nul. Ce sera prêt d'ici une semaine, selon ses dires. Ah, si seulement on avait un laboratoire d'alchimie dans cette manufacture. Bon, j'y vais. Supervise bien l'opération. Je t'aime. Trinity se pencha sur Xel pour lui déposer ses lèvres sur son front et quitta la manufacture d'Astralia seule en direction de l'entrée du village d'Astralia. Il est temps de faire tomber cette base à la con, se disait-elle. De précieuses informations dans les mains, elle lisait une dernière fois le rapport complet de la base SCP. Il y avait là de précieuses informations, telles que les plans intérieurs et différents accès. Personne à Astralia ne connaissait son origine. C'est un peu comme si elle avait toujours été là. Officiellement, son travail est de sécuriser, contenir et protéger le monde de tous événements paranormaux ou déformations des lois physiques de la surface. Les SCP organise régulièrement du repérage afin de vérifier qu'il n'y ait aucun événement paranormal. Et lorsqu'une déformation est localisée, un premier rapport est effectué. Il détermine et classifie l'observation faite sur la déformation, le niveau de danger et les squads requises pour gérer la problématique. Le rapport est ensuite envoyé une première fois au sergent SCP pour valider le rapport et préparer les squads. Puis une seconde fois à la police d'Astralia pour les prévenir de leur intervention afin qu'ils puissent condamner la zone en question et éviter les problèmes avec les habitants d'Astralia. Le rapport de la police est présenté au baron d'Astralia en personne qui valide oh putain mais j'en ai rien à foutre qui valide l'intervention et on choisit la date précise afin de ne pas annuler certains événements importants. Il fut un temps où la base SCP organisait elle-même la phase de repérage, mais les IDC ont déclaré que dans un souci de neutralité, il est injustifié et dangereux que la base elle-même gère et classifie les soi-disant événements paranormaux, leur permettant d'inventer eux-mêmes de fausses déformations afin d'accéder à certaines zones sensibles d'Astralia en toute impunité. Le baron d'Astralia trouva l'observation très juste et fit voter la police d'Astralia afin de trancher l'affaire. La police a déterminé que l'observation et les repérages pourraient se faire par le biais d'entreprises externes telles que les stalkers ou les snipers, ce qui favoriserait les échanges diplomatiques entre factions et permettrait d'obtenir un choix plus large de concurrence. Quant à la qualité du rapport fourni, c'est donc désormais les stalkers, snipers ou espions privés qui s'occupent des repérages et rapports de détection paranormale. C'est encore plus con. Les rapports sont ensuite vendus à la police d'Astralia et la base SCP choisit d'acheter le rapport de repérage de son choix selon qui il juge être le plus pertinent sur la qualité de l'observation. Mais c'est encore plus con. Mais depuis que Trinity fonda la Trinité, un souci de neutralité se posa pour les SCP. En effet, tout l'effectif de la Trinité était composé d'anciens stalkers. La base n'achetait désormais que les informations de repérage des snipers. Pourquoi on lit ça déjà? Enfin non, pourquoi ils nous racontent ça? Les stalkers étaient mis hors service sur ce service. De quoi? Les stalkers étant mis hors service sur ce service. Les stalkers étant mis hors service sur ce service, ils décidèrent de vendre les rapports directement à la Trinité sans passer par la police. Et c'est de cette transaction que les insurgés du chaos peuvent savoir à l'avance les déplacements de la base SCP et de leur escouade afin de contrer leur agissement. La base SCP fonctionnait sur un système de niveau d'habilitation allant de 1 à 7, calqué sur 2 hiérarchies différentes. La première concernait les unités militaires, l'autre les unités d'assistance. Les UA étaient composés de mécaniciens, techniciens, médecins, scientifiques et quelques sujets tests pour réaliser certaines expériences. Le niveau d'habilitation n'était pas déterminé par la profession exercée, mais par la compétence et le niveau d'accès au sein de la base de la personne. Ainsi, un mécanicien pouvait être d'habilitation de niveau 5 pour réparer des sas ou des portes blindées des étages les plus secrets de la base, tandis qu'un scientifique ne pouvait être que de niveau 2 si son travail ne concernait que de légères déformations.
On s'en bat les couilles, frère, putain. Je sais même pas pourquoi tu me racontes ça. Les UM étaient composés de manière plus simple sur une hiérarchie standard. En bas de la pyramide, oh putain, on est reparti. En bas de la pyramide, les agents SCP. Désolé. En bas de la pyramide, les agents SCP, ainsi que les agents médicaux. Des médecins, mais formés pour le combat, des médecins de terrain. Juste au-dessus se trouvaient par la suite les deux escouades différentes. Celle de l'agent de capture, spécialisée dans la capture des SCP, et celle de l'agent de combat, formé pour les prises d'assaut. Ces deux escouades étaient dirigées par le sergent SCP, l'exécutant personnel de la chef... l'exécutant personnel du chef de base. D'habilitation de niveau 6, le sergent SCP faisait à lui seul toute la réputation de la base. C'est l'homme le plus craint des habitants d'Astralia et le plus détesté des insurgés. Au sommet de la hiérarchie... Putain, mais comment tu prononces ça, toi? Le que? C'est ça? C'est le que, c'est ça? Donc du coup, au sommet de la hiérarchie, le que... Personne ne connaît son visage en dehors du sergent SCP et du docteur. Le docteur, au sommet de la hiérarchie des scientifiques et de l'UA, il s'agit du scientifique qui supervisait tous les scientifiques de la base. Waouh, c'est le calife, au-dessus du calife. Il était également la seule personne avec le que à disposer d'une habilitation de niveau 7, le niveau maximal. La base était répartie en 5 étages. Pourquoi vous n'en avez pas fait 7 du coup? Je comprends plus où on en est. Il est où Ron? Je sais pas, frère. Je sais pas. Je sais pas. On est perdu. Moi, c'est Bolos qui me manque. Le deuxième étage était une prison. Une prison standard. Le premier étage contenait quelques dortoirs, lieux de résidence des agents et scientifiques de la base et divers laboratoires. Le rez-de-chaussée intérieur contenait tout le matériel, entrepôts équipiers, salles médicales, scanners IRM, etc. Le rez-de-chaussée extérieur, aussi appelé terrain militaire, était le lieu d'entraînement des troupes SCP. C'est également ici que je me faisais sa mère chier en lisant cette merde. Non, je déconne. C'est également ici que le sergent SCP se trouve lorsqu'il n'est pas en mission à l'étage -100. Putain, c'est vraiment un enfant qui a écrit ça, c'est pas possible. À l'étage -1, ah non, on va pas tous les faire quand même. À l'étage -1 se trouvait le garage, diverses salles de contrôle des portes ainsi que l'annonceur continental. Il s'agissait d'une pièce de communication capable d'exercer une fréquence touchant l'entièreté de tous les appareils de communication d'Astralia. Si un SCP s'échappait de la base ou qu'une menace imminente et dévastatrice était localisée à Astralia, la base avait la faculté de pouvoir immédiatement transmettre un message et des directives à tout l'archipel. Le dernier étage était l'étage -100. Très peu de personnes y ont accès. Mais c'est ici que les anomalies et phénomènes paranormaux les plus dangereux y sont emprisonnés. C'est également le lieu de résidence de Hulke. Il ne sort jamais de cet étage. Oh putain, cet étage. Ah ouais, c'est E2TE. Du coup, l'escouade du sergent SCP était déjà en route. 3 hélicoptères contenant chacun 5 agents SCP, variant capture et combat de formation. Qu'est-ce qu'il nous raconte, bordel de merde? Le sergent SCP en personne était également présent dans l'un des hélicoptères survolant les montagnes Zalkan, je sais pas. Sergent, nos scientifiques disposent-ils des sciences Zalkan? Mais ils n'ont pas perdu un N? Jusque-là, il n'y avait pas 2 N à Alcan? Bref, tu n'as pas le niveau d'habilitation pour entendre cette réponse. Bien, sergent. Le sergent SCP se trouvait debout dans l'hélicoptère et observait les horizons, sans aucune crainte de tomber. Il se trouvait juste au-dessus du conflit bandit-Alcan, conflit qui n'intéresse pas le moins du monde de la base. Nous survolons les quartiers excentrés. Bien, sergent. Chacun s'armait de son arme, vérifiait les chargeurs et tout l'équipement nécessaire à l'exécution de cette mission. Les 3 hélicoptères se trouvaient juste au-dessus de l'entrée du village d'Astralia. Il n'y avait plus qu'à se poser. Mais la place n'y était pas. La milice des insurgés avait reçu l'ordre de camper l'entrée. Sergent, la milice bloque l'atterrissage. Je risque de les tuer en atterrissant. Vous voulez que j'atterrisse au quartier excentré? Tu maintiens l'ordre. Bien, sergent. Le pilote prit le Tokiwoka de l'hélicoptère dans la main. Ici HDS, maintenez l'atterrissage. Je répète, maintenez l'atterrissage. La milice regardait les hélicoptères depuis le sol, s'approchant lentement d'eux. Ils vont pas atterrir sur nous quand même. Je sais pas, ça sent pas bon. Dekers, recule au cas où. Joe Cilia, un ancien bandit, désormais milicien des IDC. C'était lui qui veillait sur Dekers. Oh putain, encore du lore. Vas-y, c'est parti. Intimider le conducteur d'un taxi était facile, mais gérer le sergent SCP n'était pas dans ses capacités. Quoi? De quoi? Je capte rien, j'attendrai la version cinéma. Ouais, elle arrive bientôt. C'était agent de la paix avant tout. C'est ça. Plusieurs miliciens restèrent sous les hélicoptères. Joe et d'autres étaient sous celui du sergent SCP. « Joe, attention !» Leurs manœuvres furent nettes. L'atterrissage ne fut pas en douceur.
Sous le choc de l'hélicoptère tapant le sol, écrasant au passage quelques miliciens, les pales composées essentiellement de fibres de carbone se plièrent et continuèrent de tourner à grande vitesse. Tous les miliciens traînant autour de l'hélicoptère ne virent rien d'autre que leur corps s'éloignant peu à peu d'eux. De quoi? Chacun était décapité par les pales d'hélicoptère subissant encore l'inertie de la gravité, afin de revenir à peu près à peu à peu à leur position d'origine. Joe Cilia survit à cet atterrissage, ainsi que le milicien l'ayant prévenu et Dekers. Les autres hélicoptères atterrirent également dans une modération plus conséquente. Le sergent SCP sortit de l'hélicoptère, le premier. « Hé, t'es taré? Tu sais ce que ça va te valoir de buter des habitants d'Australia comme ça? Tu battes. » La phrase ne put se terminer. Le sergent fit exploser la tête du milicien d'un tir de spastral. Donc j'imagine que ça doit être un fusil à pompe. Mais c'est quoi un spastral? Non. Fusil à pompe le plus couramment utilisé à Australia. D'accord. Le spastral est un fusil à pompe très lourd. Putain, mais pourquoi j'ouvre le lexique alors qu'il y a le truc juste derrière? Pourquoi il met une astérisque alors qu'il met la définition dans le truc? Oh là là. Le spastral est un fusil à pompe très lourd, n'ayant qu'une petite portée mais dévastateur à courte distance. Tac. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Celui du sergent était modifié. Les scientifiques les plus aguerris de la base en avaient fait un spastral dévastateur, capable d'infliger plusieurs types de dégâts. Merde, putain, je vais y arriver. En même temps. La tête ne fut pas décrochée du corps, elle fut tout simplement désintégrée. Les autres agents descendirent de l'hélicoptère. Joe tenait Dekers à bras-le-corps et regardait la scène, impuissant, paralysé de peur. Paradoxalement, c'était la petite qui eut le courage de s'en prendre au sergent. « Mais pourquoi tu nous tues tous ?» Ah oui, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Le sergent se tourna vers la gamine et vit qu'elle était protégée par Joe Cilia. Il fit un mouvement de tête à son escouade et s'empara immédiatement de Joe Cilia et le plaqua au sol. La gamine n'avait plus aucune protection. Elle était seule devant le sergent, préparant déjà son prochain tir. « Ne fais pas ça, c'est la fille des indépendantes !» supplia Joe. Le sergent sourit à cette information. Raison de plus. Dekers regardait le canon de l'arme pointé sur sa tête. Joe Cilia ne pouvait rien faire. Blessé de son plaquage au sol, main dans le dos et piétiné par un agent SCP, le sergent SCP ne prit pas son temps et appuya de nouveau sur la gâchette. Le bruit du spastral retentit une fois de plus. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la tête qui fut désintégrée. Ce fut un bras. Trinity arriva de justesse et eut le temps de sauter sur Dekers afin de l'écarter du tir. Dans l'action, c'est le bras de Trinity qui encaissa le tir. Le sergent SCP rechargea et prépara son troisième tir. La grande sœur, parfait. Le sergent visa de nouveau Dekers, protégé par le seul bras restant de Trinity, l'agrippant de toutes ses forces. Mais le troisième tir ne se déclencha pas de la main du sergent. C'est un agent SCP qui tira, et c'est sa propre tête qui prit la balle. Il passe tellement de trucs et on s'en fout, mais c'est incroyable. Le sergent SCP regarda son agent s'écrouler au sol, ne comprenant pas la situation, les yeux écarquillés et grands ouverts. Il regarda les autres agents qui ne semblaient pas non plus comprendre. Pourquoi il s'est suicidé? Aucun des agents ne répondit. Aucun des agents ne regardait en réalité le sergent SCP. Tous avaient les yeux remplis de désir, mais également de peur. Tous regardaient la même direction. Le sergent ne comprenait pas un tel manque de discipline. Il reposa sa question sous un autre ton. « Pourquoi s'est-il suicidé ?» Les agents lâchèrent tous leurs armes en même temps. Ils étaient émerveillés et paralysés. Le sergent SCP changea sa posture et se mit à guetter les environs afin d'y trouver une menace. Un SCP, quelque chose pouvant expliquer pourquoi toute son escouade pouvait subitement lui désobéir. Et c'est au loin, venant de rentrer dans la zone, qu'il vit la menace. Clover venait d'arriver. La Totally Spies ? Clover, une des indépendantes d'Australia, suivie des autres indépendantes. Ivor, Sandra, Xylen, Miolène et Bivolve, des Pokémon, étaient tous dans la zone. Putain, s'il y avait déjà pas assez de pseudos dont je m'en branlais, il a fallu qu'il m'en rajoute 5 en moins de 2 lignes. Bande de putes, se chuchota le sergent. Pardon Ça va aller, Dekers. On est protégé maintenant. Ça va aller. Mais ton bras, Trinity sourit à Dekers. Ce n'est pas le plus important. Trinity déposa ses lèvres sur le front de Dekers. Les indépendantes arrivèrent jusqu'à Trinity. La plus grande force des indépendantes n'était pas leur armement ou leur caractère, mais leur faculté à pouvoir maîtriser leurs phéromones.
C'est-à-dire, mon ref, un homme violé ne pouvait plus se contrôler. Oh non. Oh non, c'est le moment où son lord dégueulasse, il rencontre son histoire. Donc là, du coup... Parce que du coup... Alors attendez, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu la description de ce que c'est un viol dans son univers. Et alors du coup, selon le sexe de la personne employant ce mot, sa définition s'en va changer. De la part d'une femme, un viol est une obligation hormonale d'un homme déclenchée par les phéromones d'une femme afin de prendre le pouvoir sur l'homme par le contrôle sexuel. L'homme, se voyant pris d'un désir incontrôlable, exécutera à la lettre les demandes de la responsable de sa pulsion, dépendamment de son niveau d'hormones. C'est donc de ça dont il est question là dans ce paragraphe. Du coup, maîtriser leurs phéromones. En d'autres termes, elles pouvaient violer n'importe quel homme sensible au charme d'une femme. Un homme violé ne pouvait plus se contrôler. Une seule et unique chose traversait son cerveau. La volonté de baiser la femme qu'il désire. C'est ici que les choses prennent une autre tournure. Une prostituée peut aisément violer afin d'augmenter le rendement de sa profession. Ouais. Ou augmenter la qualité de ses services. Mais les indépendantes pouvaient contrôler leur proie. En d'autres termes, leur maîtrise de leurs phéromones leur permettait de contrôler n'importe quelle créature masculine qui pouvait exprimer du désir pour elles. Et c'est de cette manière qu'on peut mener un agent d'une base militaire à se suicider. Quoi ? C'est Clover qui utilisa sa phéromone. C'est compréhensible ce truc. Ouais. C'est Clover qui utilisa sa phéromone, la plus dangereuse et la plus puissante sur le plan sexuel des indépendantes. C'est elle qui paralysa toutes les squads. Mais le sergent SCP n'était pas réceptif à la phéromone. Il en était même immunisé. Il était donc le seul à garder pleinement sa conscience. Clover s'approcha de l'escouade avec Bivolve et Xinel récupérer l'armement. Ouais. Xinel et Bivolve s'occupèrent de récupérer tout l'armement de chacun des agents de l'escouade. Le sergent SCP jeta son arme au sol d'un profond dégoût à leur égard. Pourquoi tu me bites ton arme, toi ? Pourquoi tu me bites ton arme, toi ? De quoi ? Lui rétorqua Clover. C'est pas ce que tu veux, hein ? Ce que je veux ? Tu sais ce que je veux ? Clover ramassa son arme et s'approcha du sergent. Je veux que tu passes le restant de tes jours à ressentir au fond de toi à quel point tu es inférieur à ma... Pardon ? Attends quoi ? Je veux que tu passes le restant de tes jours à ressentir au fond de toi à quel point tu es inférieur à ma chatte et que tu passes toute ta vie à souffrir de la tournure que ce monde prendra lorsqu'on le dominera. Comment ça, inférieur à sa chatte ? Mais oui, c'est clair. Mais quoi ? Vous n'êtes que des putes avec des flingues. Non, rigola Clover. Une pute, c'est payant. Quand tu t'agenouilles devant ma fente, tu le fais gratuitement. Va te faire foutre. Quoi ? La dernière des indépendantes arriva, Jennifer. Bouh. T'es en retard, Jenny. Ça prend du temps de charger des clous dans un fusil. C'est bon, c'est fini ? Jennifer se tourna vers le sergent, puis vit Trinity et Decker, ses filles. Elle s'approcha d'elle. Va chez Jessie, Trinity. Elle va te mettre un implant cyber. D'accord. Alors, non, j'en ai rien à foutre, en fait. Nick, en fait, avec ton lord de merde. Trinity se leva et quitta les lieux en regardant le sergent, droit dans les yeux. Maman, il faut le tuer. Je m'occupe de toi après Deckers. Attends. Jennifer s'approcha du sergent. Tu sais, je me demande vraiment si c'est ta misogynie qui te protège réellement de notre phéromone. Je veux dire, comment un mec fait pour ne pas bander quand il nous voit ? T'as une bite, au moins. Quoi ? C'est un vrai dialogue, ça ? Je veux dire, comment un mec fait pour ne pas bander quand il nous voit ? T'as une bite au moins. Vous n'êtes rien. Je n'ai rien à exprimer pour vous. Oh là là, tant de dégoût. Je vais finir par croire que t'es complètement... Bip, mon pauvre. T'as déjà goûté une chatte au moins ? Tu es puéril. On va te rendre tes hommes, mais n'oublie pas de les sucer quand tu rentreras à la base. Ça les réconfortera un peu pour leurs échecs. Hein, les filles ? La fellation qui réconforte. Les indépendantes sourirent d'un air supérieur. Tu vas lui laisser son escouade ? Demanda Clover. Ouais, c'est mort. Ivor. Quoi ? Clover et Ivor sortirent leur fusil d'assaut et mirent une balle dans la tête à chaque membre de l'escouade du sergent. Chaque agent. Le sergent vit ses hommes se faire tuer un à un, les uns après les autres. Tous toujours pris d'une folle envie de lécher, sauter, enfoncer Clover. Quoi ? Lécher, sauter, enfoncer. Ah ben oui, choix de mots. Il y a les phéromones, d'accord. Ah, Clover a pas ma gentillesse, c'est con ça. Tu sais, sergent, de mon point de vue, c'est toi le SCP. T'as une telle faculté à ne pas vouloir sauter une meuf que ça en devient paranormal. Maman, il faut le tuer, maman. C'est vrai, il y a une gamine à côté. Ok, Jennifer sourit à Deckers, puis s'adressa une dernière fois au sergent. Reprends ton hélicoptère et rentre à ta base. Le sergent SCP rangea son arme, regarda Jennifer souriante avec une terrible envie de meurtre et retourna dans son hélicoptère. Mais maman, pourquoi tu l'as pas tué ? Il a failli me tuer. En plus, il a baissé... comment ça s'appelle ? En plus, il a blessé Trinity. Elle a plus de bras. Deckers, calme. Jennifer s'agenouilla devant Deckers et posa sa main sous son visage pour tenir son menton. Tu sais, mourir, ce n'est pas la pire des choses qui puisse
arriver à quelqu'un. Des fois, il faut s'adapter à ton adversaire, comprendre son raisonnement, sa psychologie, et à ce moment-là, appliquer ce qu'il y aurait de pire pour le faire souffrir et regretter ses actes jusqu'à la fin de ses jours. C'est là l'arme la plus destructrice de ce monde d'Ekers. Le regret. Regret. Oh mon dieu, il en a fait un principe et tout. Mais qu'est-ce qu'il va regretter là? Pour l'instant, rien. Mais un jour, il sera gouverné par une femme, ses agents seront des femmes, les meilleurs hommes demain seront des femmes, les scientifiques qu'il protégera seront des femmes, et tout ce qu'il aura pu apprécier dans ce monde sera dominé par nous. Ce jour-là, son cerveau ne pourra prendre que 2 tournures, où il regrettera un monde qu'il aura perdu à jamais, et passera le restant de ses jours à souffrir de sa vie dans ce monde, où il comprendra l'erreur de jugement qu'il a commise à notre égard durant toute sa vie, et il regrettera toutes ses actions passées à jamais. Alors tu vas jamais le tuer? Moi? Non, je le tuerai pas. Ben moi si je pouvais, je le tuerais. Mais tu le tuerais tu le libérerais d'un poids en faisant ça. Un jour, tu seras aussi forte que nous, Dekers. Mais si tu veux réellement te venger de cet homme, ne le tue jamais. Massacre tout son entourage. Pardon? Attends quoi? Toutes les valeurs qu'il a connues. Tout ce qui a pu l'entourer. Mais ne le tue pas. D'accord, ok. Ivor arriva dans la conversation. Attends qu'il y ait une fille. Si un jour il y en a une, et enfile-toi ça... Quoi? Attends quoi? Et comme... Pour lui, ça doit être logique. Hein. Attends qu'il y ait une fille. Si un jour il en a une, et enfile-toi sa chatte. Vu sa mentalité, je vois mal comment il pourrait supporter un truc pareil. D'accord? Ah, c'est pas con ça. C'est que t'as de bonnes idées, Ivor, voyons. Je dois baiser sa fille, ça veut dire... C'est pas possible. Quand tu seras plus grande, Dekers, peut-être que le sergent aura une fille. Et peut-être même que tu t'entendras bien avec. Ça pourrait être ton ami. Alors, si tu rends sa fille lesbienne et lui fais apprécier notre monde en frottant sa fente avec la tienne, il perdra tout. C'est une mère qui parle à sa fille. Je sais pas si vous captez, en fait. Y a rien qui va. Ça veut dire qu'on peut faire le mal en faisant le bien, alors? Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est compliqué pour l'instant, mais tout ceci pour toi. Mais c'est compliqué pour l'instant, tout ceci pour toi, mais un jour, tu ressentiras tout ici. Jennifer posa sa main sur le cœur de sa fille. En ce jour-là, tu pourras tout comprendre. C'est ça notre vrai pouvoir. Notre corps, c'est juste une arme. Mais notre force, c'est ceci. Dekers retrouva son sourire. Jennifer posa ses lèvres sur celles de sa fille et l'embrassa, puis sourit. Excusez-moi, quoi? Attendez, quoi? Jennifer posa ses lèvres sur celles de sa fille et l'embrassa, puis lui sourit. Les filles, vous ramenez Dekers à la manufacture. Clover et Ivor, on va s'occuper des 2 hélicoptères. On va voir ce qu'on peut faire. Dak, viens, Dekers. Dekers prit la main de Sandra. Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me remettre de la dose d'inceste là, à laquelle on vient d'être exposé. Dekers prit la main de Sandra et Xinel de ses... De quoi? Dekers prit la main de Sandra et Xinel de ses 2 mains. On est d'accord qu'elle trimballe de cadavres là, du coup, c'est ça? Non, bref. Dekers prit la main de Sandra et Xinel de ses 2 mains et partit en direction de la manufacture avec les autres indépendantes. Sa maison, chez elle. Une voiture arriva à l'entrée du village d'Astralia. Elle s'était arrêtée près des hélicoptères. Ivor s'approcha de la décapotable. Les hélicoptères sont à nous. Fais chier, merde. Ah, putain, on arrive en retard, là. C'est la honte. Terrible. On a raté du gros bail. Quoi? Non, rien. TKT. Oh, putain. Il a encore écrit TKT comme ça. J'en peux plus. TKT, cousine, c'est pas grave, on allait braquer la police, de toute façon, t'as vu? Ah, mais je te connais, toi, t'es le petit castor. Ah ouais, mais c'est moi. Désormais, je suis contre-maître braqueur de... Wesh, braqueur tout court, c'est quoi ton problème à toujours rajouter des mots à tes titres? T'as cru que t'étais un rappeur du titre? Ah ouais. Et elle, c'est qui la petite? Elle, c'est Lina Cossé. T'as vu, toute sa famille est morte parce que des mecs sont habillés en blanc et c'est le souk. De quoi? Parce que des mecs sont habillés en blanc et c'est le souk. C'est comme ça, voilà. C'est tout notre vie. C'est le terre-terre, c'est les embrouilles, c'est le wesh. Tu fais quoi, là? Quoi? Qu'est-ce que je viens de lire, bordel de merde? Ivor s'était penché dans la voiture. T'as dit quoi? Ouais, c'est le terre-terre, ouais. Ça, je vais en avoir besoin du mois du terre-terre après. Hein. Ivor s'était penché dans la voiture décapotable pour mettre sa main derrière la tête de Ron et l'embrasser. L'idée de consentement ici n'était pas très claire. Mais Ron ne pouvait pas s'en plaindre. Il se laissa embrasser, ou plutôt dévorer par Ivor. Elle se redressa après avoir testé sa petite bouche. C'est fini tous les trucs là avec les hein? Ouais, on est en train de passer une bande de bras cassés qui frappent sur tout le monde et dans tous les sens et puis c'est en train de tourner en truc de cul. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu vois,
En me disant, On allait dirait un lire... roman de Monsieur Garrison, là. Oui, c'est pas faux. Mais tu vois, en me disant, on va lire les bouquins de Pierre Orca, je m'attendais bien plus à ça que à toute l'intro qu'on a eue, tu vois. Mais bref. T'es pas Mais mal. ça n'a aucun sens, quand Ah même. oui, non, ça a aucun sens dans tous les cas. T'es pas mal, toi. Quand tu seras un peu plus grand, je te baiserai bien. Ah ouais? Wesh, c'est le chétan. Démarre. Ah putain, c'est moi qui conduis. Après, t'as voulu. Voilà, c'est une petite erreur d'inattention. Ça peut arriver. Je démarre. Eh ben putain. La voiture accéléra subitement et prit la fuite en direction du nord d'Australia. Oh putain, c'est la fin. Oh bon Dieu que c'était long. Oh bon Dieu que c'était long. Oh là là. Oh putain. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goumer l'algorithme, ou genre sur Kik, ou sur Trovo, ou sur YouTube, ou sur Twix, ou sur Spotify, ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux. C'était abominable ce chapitre. C'était Exposition Land sur Exposition Land. Il y a 4 lores qui se sont rajoutés. Il y a 12 persos, dont 3 majeurs avec des morts dont on se fout, mais parfaitement. Il y a une gamine qui rentre dans l'équation. Il y a sa mère qui rentre dans le champ et elle se ramène devant le gars qui l'a menacé en mode oui, et ma chatte. D'accord. Il y a rien qui va. Mais on commence à voir du coup l'application du lore malsain de comment s'appelle, de Pierre Orca. Visiblement c'est tout le clan lesbienne et tout le bordel si tu veux qui va nous l'apporter, du moins c'est les premiers à nous l'apporter dans le récit. Ça n'annonce rien de bon, hein, on va pas se mentir. C'est toujours aussi mal écrit, on sait pas qui suit le récit, on sait pas de quoi ça parle. Il y a 28 enjeux majeurs qui se rajoutent à chaque chapitre et on n'a pas le temps d'en développer ne serait-ce qu'un 5e, donc on s'en tartine le fion. C'était super long, c'était mal écrit, et il a encore écrit TKT, Vaniqué, TKT. Mon cher Madge, t'as un avis sur ce qu'on vient de voir? Pourquoi à chaque fois il y a de la baisse dans l'équation? C'est vrai ça. Pourquoi à chaque fois? Pourquoi à chaque putain de fois, quoi? Aucun attachement des persos, ça part dans tous les sens. Mais putain, mais ouais, non, mais si on essaye vraiment de faire une critique littéraire, c'est calamiteux, quoi. C'est comme sa manie là de réécrire des mots qui existent déjà pour qu'ils disent grossièrement la même chose mais avec une variante de merde qui est rarement appliquée. Ce qui est bien pour moi, c'est que plus ça avance et moins ça a de sens. Ah ouais, putain. Il y a combien de chapitres? Je veux pas le savoir. Tu sais pourquoi? Parce que je commence à me dire qu'on reverra pas Bolos. Ouais, moi aussi, Bolos me manque. Si on sait le nombre de chapitres, ça va nous paraître soit interminable, soit... non, ça va nous paraître interminable. Là, le seul truc que je peux te dire, c'est qu'on est à la page 170 sur 430. Bientôt, en fait, on a lu, en fait, la moitié du truc. Je sais pas dire qui est le pire. Entendre le contenu du livre ou le supplice que tu t'infliges à le lire en live. Attendez 2 secondes. Moi, je pense que pour comprendre vraiment le connard, si tu veux, il faut voir à peu près tout ce qu'il fait. Donc du coup, ces livres, pour moi, font partie de l'équation. Je vais pas lire ça solo. Hein. J'ai eu des frissons de dégoût là pendant toute la lecture du truc et tout, avec le palpitant qui s'accélérait à chaque dégueulasserie. Je m'en fiche pas ça solo. Hein. Non, c'est des tarés. Hein. Je le fais avec vous, comme ça j'ai du backup, tu vois. J'ai du soutien dans le chat et tout le bordel, on souffre tous un peu ensemble, tu vois. Et puis pourquoi on s'inflige ça? Mais tout le monde se demande ce qu'il y a dans ces bouquins. Donc du coup, il y a un moment, faut bien qu'on se sacrifie. C'est tombé sur nous. Désolé. Comment on fait pour couper cette merde? Oui, on est d'accord, ça ressemble de plus en plus à une version auto-bio dégueulasse, quoi. Comment on fait pour couper cette merde, Madge? Le bouton rouge. Et merci bien.